Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette visio Comment repenser les villes pour plus de résilience qui est co-organisée avec Pascal Depiègne des Urbaculteurs que vous pouvez voir en bas et le réseau Ecobat. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association, un réseau de professionnels de 500 professionnels partout en France, donc en Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Île-de-France, en Bretagne, en Martinique et à La Réunion. Ce sont des entreprises qui sont engagées dans l'essor de l'éco-construction solidaire, qui font partie de notre réseau. Et donc, ce sont des professionnels qui sont du bâtiment, autant des maçons, des architectes et autres, qui sont engagés pour l'éco-construction solidaire, et aussi des SIAE, donc structures d'insertion par l'activité économique. Donc, l'objectif, c'est de contribuer à ce qu'il y ait plus d'éco-construction solidaire. Et dans ce sujet, il y a la résilience des villes. Et c'est pour ça que nous avons co-organisé ce webinaire avec Pascal Depiègne, qui va pouvoir prendre la main sur ce sujet et pouvoir vous présenter cette présentation pendant 30 minutes. Et après, nous aurons un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer dans le chat vos questions. Je les monitorerai pour pouvoir les transmettre à Pascal à la fin. Et maintenant, je laisse la main à Pascal pour ces 30 minutes. Bon webinaire à toutes et tous. Merci Agathe, merci à Ecobat d'organiser ce petit webinaire sur la résilience urbaine. Alors moi je suis conseiller et formateur en aménagement écologique et productif. J'ai découvert la permaculture dans les années 2000 et c'est devenu ma passion et ma vie de manière générale. Je suis installé en Sud-Vienne où j'ai créé ma propre résilience, on va dire, familiale. On a construit notre maison bioclimatique en terre et en paille. On est autonome en eau, en électricité, en fruits, en légumes et en œufs d'ailleurs. Et je conçois des aménagements donc pour les particuliers, les professionnels, des paysans parfois, mais aussi pour les collectivités. Et je suis par ailleurs formateur en permaculture et en construction naturelle avec l'association Terpa et compagnie qui se situe dans le sud de Vienne. Donc voilà, depuis 2021, je suis aussi formateur au sein des urbaculteurs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la résilience urbaine, qui est un vaste sujet, et je dois dire que on va essayer de mettre l'éléphant dans une boîte d'allumettes. Puisque dès qu'on va parler d'un sujet systémique, on va être obligé de faire des choix, et j'en ai fait aujourd'hui pour vous en parler. J'espère que ce sera les bons. En attendant, ce que je vous propose, c'est de commencer par une petite définition. Et ça, il s'agit de la définition des Nations Unies, hein, qui s'intéresse au sujet de la résilience par ailleurs. Donc la résilience, c'est la capacité de tout système urbain et de ses habitants à affronter les crises et leurs conséquences, tout en s'adaptant positivement et en se transformant pour devenir pérenne. Alors pourquoi les villes aussi? On peut se poser la question. Ben, en fait, simple, 80% de la population habite en ville et c'est aussi l'échelle la plus pertinente car c'est celle où les politiques sont en contact avec les citoyens mais aussi avec leur territoire. Et c'est aussi le parti pris des Nations Unies qui ont développé un programme à cet effet qui s'appelle le profilage de la résilience urbaine. Et ils ont travaillé notamment avec la ville de Barcelone dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors ici, nous avons un travail qui a été fait par le CEREMA, hein, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, sur une définition plus graphique de la résilience urbaine. Et donc là, on voit sur le graphique que la résilience, c'est d'abord une capacité à résister à des chocs extérieurs, à les absorber ensuite, et ensuite de retrouver son équilibre, mais plus que ça, si possible, c'est d'être capable d'évoluer pour faire face, anticiper les risques à venir. Donc c'est presque un choc qui devient un apprentissage et en ça, la résilience, elle est plus intéressante que ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire c'est pas juste retourner à l'équilibre. Et là-dedans, il y a une notion de robustesse qui nous inspire au sein des urbaculteurs, hein, qui est développée notamment récemment par Olivier Amand, un biologiste de l'INRAE, qui a écrit notamment La troisième voie du vivant, de l'incohérence, où on parle de s'inspirer notamment du vivant pour comprendre comment lui, il est robuste, comment il a été robuste et le reste depuis le début de l'histoire de la vie sur Terre. Alors, le CEREMA va plus loin dans ce qu'il appelle sa boussole de la résilience, puisqu'il propose un certain nombre de leviers, mais qui sont plutôt à l'échelon sociétal, hein, et qui sont des indicateurs clés de la résilience d'un territoire. Alors on part évidemment
vous voyez en bleu tout en bas, la sobriété et les besoins essentiels. Évidemment, on considère, nous, et je pense que le CEREMA aussi, que les besoins essentiels sont la base de tout le reste, hein. Bien sûr, si on n'a pas mangé et qu'on n'a pas bu, tout le reste ne sera pas possible. Donc, mais ici, on parle d'un plan à long terme, hein, qui est structurant pour la société, qui est nécessaire tout de même, mais qui ne permet pas, en tout cas, d'agir maintenant, tout de suite, sur le territoire, et dans nos villes. Alors que on peut dire quand même que c'est maintenant que la biodiversité s'effondre, c'est que le climat est en train de changer et que les populations commencent à en souffrir. Nous, on considère qu'il y a urgence à agir et on s'est approprié au travers d'un paysage la marge de manœuvre que nous pensons pouvoir mettre en action rapidement. Alors, je reviens rapidement sur les constats, hein, et les risques auxquels on fait face, hein. Pourquoi la résilience? Eh bien, l'effondrement du vivant, je pense que tout le monde est au courant de l'extinction des espèces, de l'effondrement de la biodiversité. Et ça a un impact direct sur l'alimentation, sur la santé, sur l'approvisionnement en eau, sur le climat aussi. Le dérèglement climatique, qui lui aussi a un impact sur l'alimentation en eau, sur l'alimentation tout court, mais sur la santé, sur le vivant. En fait, on s'aperçoit que tout ça, c'est un petit peu systémique et que il y a une cause commune. Et cette cause commune, c'est le rapport entre l'homme et la nature. Et ça, c'est le point de vue que nous on prend avec les urbaculteurs. On pense en fait que si on ne change pas notre rapport à la nature, toutes les changements de surface par ailleurs ne permettront pas d'atteindre nos objectifs. Évidemment, là, j'ai évoqué l'effondrement du vivant, le dérèglement climatique, mais il y a aussi les inégalités sociales qui sont aussi liées à ces causes-là, mais aussi la crise des ressources et les enjeux économiques, politiques et géopolitiques qui s'en suivent. Donc on est à un moment de l'histoire où on est rentré dans une phase de rétroaction, comme dirait Olivier Hamon, c'est-à-dire qu'on a pillé les ressources, on a abusé des ressources, et aujourd'hui, on commence à en payer le prix. Alors, nous, on est issus un peu on s'est tous formés à la permaculture au sein des urbaculteurs, et la permaculture, comme vous le savez, j'espère, n'est pas du jardinage. C'est pas faire des buts dans un jardin, c'est pas juste produire des légumes. C'est une approche de l'aménagement pour répondre à nos besoins sans détruire notre capital nature, sans détruire l'environnement. Et au cœur de la nature, le premier postulat, c'est que l'éthique est la seule garante de la durabilité de nos sociétés. Le gros avantage de l'éthique, c'est qu'il n'y a pas de notion temporelle, c'est atemporel, c'est-à-dire que c'est pas demain qu'on va prendre soin de la Terre. Si on prend soin de la Terre maintenant, c'est pas en mettant des grands plans stratégiques sur 20 ou 30 ans que on va se dire, ben, on prendra soin de l'environnement demain. Donc il y a cette notion intemporelle, mais il y a aussi ce qui est au cœur de l'éthique, c'est que c'est une construction culturelle qui tempère nos égoïsmes et nos instincts, on va dire, à vouloir accumuler, se protéger, et qui nous permet de mieux comprendre les conséquences, bonnes ou mauvaises, de nos actes. Et ça s'applique, et ça, c'est une recherche, pardon, qui a été faite par les fondateurs de la permaculture, David Holmgren et Bill Mollison, qui sont allés voir dans les sociétés pré-industrielles, notamment, qui ont pu perdurer sur la planète pendant des milliers, voire des millions d'années, les raisons de cette subsistance. Et en fait, l'éthique à la base de tout, c'est la fameuse Pachamama, hein, le soin à la terre, qui englobe le reste et qui a permis à ces peuples de vivre sans détruire leur capital nourricier, sans détruire le capital nature. Et puis bon, ils ont décidé de l'expliciter en ajoutant soin aux gens, mais en fait, bon, on fait partie de l'environnement, donc le soin aux gens, il est un peu inclus. Et le partage équitable pour s'assurer que tout le monde ait accès aux ressources nécessaires. Et en fait, on s'aperçoit que si on ne prend pas soin de l'environnement, on paye les conséquences, et ça, on le sait, on l'a compris aujourd'hui. Si on prend pas soin des gens, c'est la même chose. Et s'il n'y a pas de partage équitable, on peut faire face à des crises qui sont plutôt d'ordre sociétal. En fait, le coût en ressources ou le coût pour les écosystèmes, c'est un crédit qu'il faudra payer un jour, mais que nous payons déjà aujourd'hui et déjà depuis quelques années, hein. Si on parle du pic pétrolier, on sait que le pic, il est passé. Donc cette phase de rétroaction, elle nous amène à prendre des décisions que nous, on considère comme urgentes, c'est-à-dire d'agir maintenant sur le paysage qui est à notre portée.
Et au tout départ de Résilience urbaine, on m'avait contacté pour travailler sur un quartier Atlantec, le quartier bas carbone de La Rochelle. On m'a dit ce serait bien d'avoir une réflexion globale et systémique sur le paysage de ce quartier pour travailler notamment sur le bilan carbone. Et en fait, en travaillant sur ce quartier, j'ai travaillé sur les contraintes et les opportunités. Et puis le Covid est arrivé et c'est un bon exemple de crise un peu systémique, hein. Le Covid est arrivé, je me suis retrouvé tout seul avec ça chez moi, et après quelques nuits blanches, je me suis aperçu en fait qu'il y avait d'énormes opportunités en ville, des contraintes certes, mais les contraintes sont souvent une aide à la prise de décision. Et j'ai commencé à travailler sur ce que j'ai appelé au départ un agroécosystème urbain, avec donc les opportunités qu'on peut voir en ville et qui sont assez flagrantes, et je vais développer sur une d'entre elles, c'est l'eau, la fertilité, bon, les compétences aussi, hein, les ressources humaines qui sont là en quantité, une forme d'efficacité énergétique, et puis des communs. Tout ça, c'est des choses qui sont encore assez peu mises en valeur, mais qui peuvent servir grandement à notre résilience. Et donc nous, on a ciblé en priorité les espaces disponibles et on a essayé de choisir des stratégies et des techniques qui étaient adaptées pour répondre à nos besoins, c'est-à-dire agir pour le vivant, pour l'alimentation et puis de manière générale la végétalisation ou le stockage de carbone. Et puis on est allé de la production alimentaire à la gestion de l'eau, en passant par la gestion des biodéchets, mais aussi on a évoqué les sujets de gouvernance, d'énergie. En fait, tout est un peu rentré là-dedans, même si on a dû prioriser. Et c'est ce qu'on a fait sur des sujets qui sont pour nous les besoins essentiels notamment. Et alors souvent on sous-estime notre marge de manœuvre, on est toujours en train de dire on peut rien faire, etc. Et en fait quand on regarde la ville avec cet œil nouveau, un peu comme un agro-écosystème, eh ben en fait on voit qu'il y a peu de place, c'est sûr, mais que sur ces places-là, on peut faire beaucoup de choses qui peuvent changer la vie des gens et qui peuvent augmenter la résilience de nos villes. Euh, Juste rester peut-être là-dessus, ce modèle, il est disponible en ligne, hein, sur sa version 1.0 sur le site résilienceurbaine.org. Et donc, on a classifié les zones en ville par les typologies de terrain et on a trouvé on propose des stratégies et des fiches ressources qui permettent de développer des solutions locales et adaptées au contexte. Alors prioriser, oui. Donc on a vu dans les besoins essentiels, il y a l'alimentation, mais il y a aussi l'eau. Euh, et là, je cite notamment Jared Diamond qui a écrit Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie en 2005, qui est un livre qui a fait son petit chemin parmi les collapsologues, on va dire. Il dit toute société repose sur l'agriculture, et quand l'agriculture décline, la société s'effondre. Et donc l'alimentation, et ça c'est reconnu aussi par la FAO, hein, The State of Food and Agriculture, qui explique comment une agriculture stable et durable est essentielle pour éviter les conflits, la migration forcée et les crises économiques. Donc nous, on essaye de se centrer sur les sujets principaux et là où on peut agir en urgence. Et on va dire que ces constats sont partagés par l'IPBES, qui a fait un travail sur un rapport qui est sorti, qui s'appelle le rapport Nexus, et qui fait le lien entre la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, la biodiversité et la santé. Et ils font aussi ce constat que c'est en ville que les changements doivent avoir lieu, parce que c'est là où la biodiversité est le plus en danger qu'il faut agir en priorité. Alors pour nous, la priorité, elle se transforme, enfin, on va dire, une fois qu'on a pris les priorités, on va essayer de choisir le meilleur levier pour agir. Et le meilleur levier pour nous, c'est d'accueillir le vivant. Le vivant, il est à la base de tout. C'est lui qui porte les écosystèmes. C'est lui qui, on va dire, qui nous maintient nous en vie, puisqu'on fait partie du vivant. Et le vivant, il n'est pas optimisé. Il est robuste. Il ne cherche pas l'efficience maximale et il mise sur la redondance, la diversité et l'adaptabilité. Et ça, c'est une citation de La troisième voie du vivant de Olivier Amand. Et pour nous, cette relation, le vivant, il est primordial en ce sens, c'est-à-dire que c'est ce qui est au cœur, les causes de tous les maux aujourd'hui, c'est la relation que l'homme a avec la nature. Puisqu'en effet, la nature, en tout cas la biodiversité et le vivant dans son ensemble, permet de développer notre immunité, hein. Il est favorable à la santé. On s'aperçoit aujourd'hui à travers de nombreuses études que, y compris la diversité microbienne, est nécessaire à notre immunité.
Le vivant, il permet de réduire la pression parasitaire en agriculture, hein. S'il y a moins de biodiversité, il y a une augmentation des opportunistes et on met en danger notre agriculture, ne serait-ce que vous êtes au courant du sujet des abeilles. C'est Einstein qui disait que si les abeilles disparaissent, ils donnent pas 20 ans à l'humanité. Mais la biodiversité, enfin la végétalisation dans son ensemble, permet aussi de produire elle-même de la nourriture. C'est elle qui stocke le carbone, c'est elle aussi qui rafraîchit nos villes, c'est elle qui capte, stocke et filtre l'eau. Donc, en fait, si on arrive à réintroduire le vivant dans les milieux où on l'a enlevé, et on pourrait parler du milieu agricole, mais là, on parle de la résilience des villes, on a tout à y gagner sur tous les plans. Donc, c'est le parti pris des urbaculteurs, et surtout depuis l'année dernière, et on travaille maintenant sur la version 2.0 du modèle, où on va accentuer notamment la végétalisation, mais aussi ce qui est en amont de la végétalisation, et ce dont je vais vous parler maintenant, c'est l'eau. Puisque le vivant, le point commun qu'on a tous, hein, c'est qu'on a tous besoin de boire, on a tous besoin d'eau, on est tous constitués d'eau. Et l'eau est un sujet et une des sources de crise potentielle, comme on a pu le voir à travers les sécheresses il y a quelques années, et puis à travers les inondations ces dernières années. Et à nouveau, le vivant est la solution pour gérer cette eau, hein. Aujourd'hui, on a éliminé les arbres du paysage et on ne comprend pas qu'il y ait des inondations dans les champs. On l'avait d'abord fait avec le démembrement et puis petit à petit, on a construit des parcelles de plusieurs centaines d'hectares sans un seul arbre pour l'agriculture. Et en ville, on a artificialisé les sols. Bon, bien sûr, maintenant, on a tous compris qu'il fallait arrêter et qu'il fallait végétaliser. Mais on sous-estime à nouveau notre capacité à végétaliser puisque on est encore sur des plantations qui sont encore assez peu denses à notre avis. Et là, je vais parler de l'eau. Nous, par exemple, sur l'eau, on travaille sur des fiches ressources en ce moment qui ne sont pas encore sorties. Certaines sont sorties, notamment sur l'utilisation des mares de biodiversité en ville, hein, puisque une mare a un effet sur la biodiversité qui est quasiment explosif. Elle va toucher une biodiversité qui est inhérente au milieu aquatique, mais elle va toucher toutes les autres espèces, les mammifères, les oiseaux, les insectes, puisqu'on a tous besoin de boire. Et vous allez trouver, et d'ailleurs, les mares vont même plutôt permettre d'éliminer les moustiques, puisque les populations qui s'y installent, si la mare est bien conçue, sont plutôt prédatrices des moustiques. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de stocker l'eau, de travailler à une échelle locale, hein, des solutions locales à petite échelle, puisque ça permet de la redondance, ça permet de travailler sur différents quartiers et à l'échelle du quartier. Et en général, la ville, c'est une abondance d'eau. C'est-à-dire qu'on a des surfaces de captage qui sont phénoménales. C'est presque insolent. C'est-à-dire que par rapport à la surface totale de la ville, la surface de captation d'eau, elle est énorme. Et cette eau-là, elle est évacuée très rapidement. Alors maintenant, on a une politique de gestion de l'eau à la parcelle. On a la politique zéro tuyau. Nous, ce qu'on propose, c'est de revenir un petit peu sur au moins deux, trois tuyaux et de stocker de l'eau localement partout où il est possible de le faire. On va même plus loin, donc il y a stocker, hein, donc capter, stocker, filtrer. Donc filtrer, c'est les milieux aquatiques eux-mêmes qui le filtrent. Donc créer des noues en amont des mares ou en aval des mares permet de le faire. Toute cette eau dans le paysage, elle va servir à faire pousser des végétaux, mais elle peut aussi être stockée pour arroser pendant les saisons sèches. Donc nous, ce qu'on propose là sur le schéma, vous voyez ça, c'est notre schéma sur la gestion de l'eau en ville. Vous allez pouvoir stocker l'eau directement des toitures, hein, pas l'eau de ruissellement, mais l'eau des toitures, dans des cuves. Le trop-plein des cuves peut aller dans une mare qui sera une mare de biodiversité, mais qui peut aussi servir de stockage d'urgence. Et cette mare elle-même se déversera dans des noues d'infiltration, voire des éléments plus grands pour des bassins d'orage, etc. Mais nous, ce qu'on propose, c'est de stocker l'eau de différentes façons pour pouvoir déphaser son utilisation. On peut même imaginer que d'arroser, alors il y a beaucoup de gens qui considèrent que d'arroser c'est gaspiller de l'eau, mais quand on a une abondance d'eau, et avec ce système-là c'est tout à fait possible. Moi je peux te parler de chez moi, j'habite pas en ville, mais je stocke énormément d'eau. Moi j'arrose mon jardin et j'ai un jardin, je peux y produire de l'alimentation, je peux verdir, garder mon paysage vert. Et quand on garde un paysage vert en été, on continue de stocker du carbone, on maintient la vie dans les sols, on maintient la biodiversité, on permet aussi à toute la vie
de passer au travers des sécheresses. Et donc, si on réfléchit à des solutions locales et pas très compliquées, hein, de mettre des cuves enterrées à la construction des bâtiments, et quand ça n'a pas été fait à la construction, ça peut très bien être fait après, ça a un petit coût. Quand on s'aperçoit des bienfaits de l'utilisation de cette eau hors saison, ça permettrait de continuer à maintenir nos écosystèmes en vie et de créer, de faire de nos villes, en fait, un petit peu sur le principe des oasis qu'on va trouver dans les pays arides, où partout dans ces pays, on stocke de l'eau sous forme de cuve depuis des milliers d'années, y compris en France, hein. On a toujours stocké de l'eau en cuve. Il n'y a que depuis qu'on a des réseaux complexes qu'on a arrêté de stocker cette eau. Donc voilà, ça c'est par exemple comment nous on propose de gérer l'eau. On travaille sur des fiches ressources au niveau de l'alimentation, de la végétalisation. On travaille aussi sur ce qui va être les aspects de gouvernance, sur un écosystème agricole, puisque l'agriculture en ville c'est un sujet délicat. Mais on travaille aussi sur le lien entre l'agriculture en ville et les paysans en zone périurbaine. Il y a tout un travail à faire pour augmenter notre résilience. Et puis, bah, surtout, tous les éléments de végétalisation qui aujourd'hui, on sait faire un petit peu mieux que ce qu'on apprenait dans les écoles de paysagistes il y a une dizaine d'années, grâce notamment à la permaculture, mais aussi à la syntropie, à différents mouvements et différentes choses qu'on voit, qu'on commence à voir émerger dans les villes. Donc voilà, ça c'est pour un exemple de sujet sur l'eau qui pour nous est le levier principal qui va permettre aux vivants de s'installer en ville, de continuer à s'installer en ville, qui va permettre une végétalisation intense, qui va rafraîchir les villes et qui va nous garder aussi en bonne santé. Tous ces éléments sont liés et bien sûr c'est cette vision systémique que nous on essaye de mettre en valeur à travers le modèle résilience urbaine. Alors, il y a aussi de nombreux exemples. Et je dirais que l'exemple le plus parlant, c'est celui de Détroit. Parce que souvent, on nous dit, avec les urbaculteurs, est-ce que vous avez des exemples de villes où on met en œuvre des choses? En fait, oui, on a des exemples pour à peu près tout. Mais souvent, on va avoir une partie du panel des choses à changer qui va être développée, mais pas l'ensemble. Et c'est ça qui est compliqué à trouver. Et c'est aussi pour ça qu'avec les urbaculteurs, on est en recherche d'un projet pilote pour travailler à l'échelle d'un quartier sur tous les éléments de la résilience. Mais à nouveau, à l'échelle d'un quartier et pas sur pas sur une structuration à large échelle qui prendra plus longtemps, qui est nécessaire aussi, comme ce que propose à Barcelone à travers le projet des Nations Unies qui s'appelle le City Resilience Global Programme, le CRGP. Mais si on va observer là où les changements ont eu lieu, en général, c'est suite à des crises, et notamment Détroit, c'était la crise industrielle avec la fin d'une partie de l'industrie automobile qui s'y trouvait. Et la ville s'est trouvée désemparée avec une augmentation de la pauvreté, une baisse de la démographie. Et la mairie a mis en place un processus de réappropriation des terres, de création de régimes maraîchers, et puis la population s'est saisie du paysage pour produire de l'alimentation un petit peu partout. Et on retrouve aussi le même principe de stockage de l'eau à petite échelle. Alors quand on dit à petite échelle, hein, bien sûr, je parle pas de cuve de 1 litre, de 1000 litres, pardon, puisque 1000 litres, ça va vous permettre d'arroser un pot de fleurs pendant l'été. Il faut quand même des volumes un peu conséquent, mais ça, c'est des choses qui se sont faites à Détroit pour pouvoir arroser des grandes surfaces d'agriculture. Et ce qui s'est passé à Détroit a notamment inspiré David Holmgren, hein, qui est un des fondateurs de la permaculture, qui a écrit le livre Retro Suburbia, et qui s'intéresse à l'augmentation de la résilience de la population par la production alimentaire, et notamment dans les zones périurbaines. Après, sur l'eau, je vous ai parlé de l'eau et de la vision un peu que l'on porte avec les urbaculteurs. Vous allez trouver des villes comme Copenhague ou Amsterdam, hein, des villes où l'eau est un vrai sujet. Amsterdam qui baigne dans l'eau, comme vous le savez, et Copenhague qui a connu une grosse crise en 2011 avec des pluviométries records. Et qui ont inondé la ville. Alors je pense qu'à Valence, en Espagne, on doit commencer à trouver des stratégies. Mais le problème souvent, c'est que ces stratégies arrivent après le drame.
même si elles sont utiles et qu'elles vont inspirer, parce que ce qui a été fait à Copenhague inspire aujourd'hui nos paysagistes en France, notamment les jardins de pluie qu'on va mettre en œuvre dans les zones pour absorber quand il y a des fortes pluies, notamment les centenales. Et on va avoir une gestion de l'eau qui est assez exemplaire sur Copenhague avec des trottoirs avec beaucoup de zones perméables où l'eau est récupérée, elle-même à nouveau stockée pour être réutilisée soit pour l'irrigation, soit évacuée dans les cours d'eau locaux. Alors l'idéal pour moi, c'est de stocker cette eau, puisque en fait l'eau qui tombe sur les toits, quand elle tombe sur la nature, elle est gérée par le sol et par les végétaux qui y sont. Quand on a artificialisé une zone de nature, en fait, il n'y a personne pour gérer cette eau-là. Et donc cette eau-là, elle va sur d'autres espaces ajouter une quantité d'eau supplémentaire, et donc elle va créer du ruissellement et du ravinement. C'est pour ça que cette eau-là, il est intéressant de la stocker. J'allais dire, elle n'est pas en trop, mais on peut l'utiliser notamment pour irriguer, pour arroser. On peut très bien arroser nos villes, comme je disais tout à l'heure, sachant que l'eau, elle retourne dans le cycle de l'eau, elle n'est jamais perdue. Et puis un des derniers exemples dont j'ai envie de vous parler, puisqu'il nous touche aussi, nous, avec les urbaculteurs, c'est que une des ressources d'abondance qu'on a en ville, c'est la fertilité, comme je l'ai mentionné plus tôt, hein, notamment à travers les biodéchets. Si on s'arrête là, je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent sur la récupération des urines et une association notamment sur La Rochelle qui travaille à cela pour augmenter, parce qu'on a un manque d'azote en fait on a beaucoup de déchets verts et assez peu de biodéchets pour l'instant, donc il y a une carence d'azote pour faire une fertilité convenable pour l'agriculture. Nous, on propose que la gestion des biodéchets soit faite de manière décentralisée. Alors évidemment, aujourd'hui, on propose des bacs de pieds d'immeuble qui est une solution partout où les gens ont des jardins et peuvent gérer et utiliser ce compost. Mais partout où c'est pas possible, il est possible de créer ce qu'on appelle des micro-centrales de compostage. Et ces micro-centrales de compostage, on a fait une fiche ressources sur le sujet. C'est du compostage en andin, tel que le font les agriculteurs depuis des centaines d'années, euh, puisque c'est là qu'il faut aller regarder comment on fait, hein, où on va trouver le savoir-faire. Et c'est ce qu'ils ont fait à New York à travers le New York City Compost Project, où ils ont dit différentes microcentrales de compostage qui sont gérées notamment par des citoyens, avec parfois des salariés pour les surfaces les plus importantes. Et ils font du compostage en andin avec une montée en température comme il faut pour supprimer les pathogènes, mais aussi pour transformer ce compost à une vitesse plus importante, sachant que dans un bac de pied d'immeuble, on va mettre 12 à 24 mois pour avoir un compost correct. Quand on fait du compost en andin avec un retournement mécanique, c'est de la petite mécanique, hein, c'est de la low-tech, eh bien, on va avoir un compost qui sera prêt en 2 à 4 mois, ce qui permet d'évacuer beaucoup plus de volume. Et aujourd'hui, on n'est pas encore prêt, puisqu'il n'y a pas encore d'encouragement à gérer ces biodéchets. Quand les gens vont commencer à payer le poids de leurs poubelles, on va se retrouver avec des volumes qui seront importants. Et on voit ça arriver en France, notamment avec les alchimistes qui proposent ça, mais uniquement pour l'instant pour les professionnels, pour les restaurateurs, puisque parce que les villes vont avoir d'autres stratégies, notamment les bacs de pied d'immeuble, mais aussi les grosses centrales de compostage, hein, ce qui fait beaucoup de transport, pour gérer ces biodéchets. Et à New York, hein, on a beau avoir une mégapole, une grande ville, ils ont mis en place ces micro-stations de compostage qui sont probablement la meilleure façon pour avoir le moindre bilan carbone et une meilleure valorisation de ces biodéchets pour l'agriculture. Et enfin, je vous parlais de Barcelone. Barcelone, c'est une ville où les Nations Unies ont, enfin, alors, les Nations Unies ont travaillé en partenariat avec la ville de Barcelone pour créer ce qu'ils appellent le City Resilience Global Programme, qui est une approche un peu systémique de comment développer des infrastructures plus résilientes, mais surtout comment faire se parler entre elles les institutions qui sont concernées. C'est un peu sur le modèle de ce que fait le CEREMA. C'est des stratégies qui sont absolument indispensables, qui sont à plus grande échelle, mais qui doivent pas nous éloigner des changements qu'on peut faire tout de suite et maintenant dans le paysage. Et puis, ben, je cite ici le rapport Nexus de l'IPBES à nouveau. C'est un peu le GIEC de la biodiversité. Et cette interdépendance que nous, on essaye de mettre en valeur à travers le modèle résilience urbaine entre la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé
dans la résilience de nos villes. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'ai été peut-être un petit peu vite, mais ça permettra de prendre quelques questions sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus sur le modèle résilience urbaine, ben, vous pouvez aller voir sur le site internet www.résilienceurbaine.org. Et puis les urbaculteurs, nous, notre stratégie un peu à grande échelle, c'est de faire du lobbying, en fait, pour faire changer les choses. On est une association engagée et militante et on veut s'adresser à tous les acteurs de la fabrique de la ville pour faire changer les choses tout de suite et maintenant pour répondre à l'urgence. Et ça, on le fait à travers des conférences. Donc, on a une conférence où on présente le modèle résidence urbaine. On a deux formats de conférences et notamment une qui est un peu plus vivante, un peu sur le modèle des conférences gesticulées. Et puis, on fait de la formation pour former, si on peut, nos élus, les techniciens, les espaces verts. Toutes les personnes qui vont être confrontées, les urbanistes, les architectes, hein, on a fait des formations au sein de ODIS. Il y a une formation qui aura lieu avec Ecobat en avril. Nous, ce qu'on veut, c'est faire passer, faire semer ces graines dans des terrains fertiles pour que les changements aient lieu le plus vite possible. Je peux conclure en tout cas sur la formation que vous allez faire, qu'on va faire ensemble à Ecobat, vers la résilience urbaine. On passera beaucoup plus de temps sur l'ensemble de ces leviers qu'on a évoqués, hein, sur l'eau, la gestion des biodéchets, la gestion des espaces verts, pour essayer d'imaginer avec vous une ville oasis. Parce que moi j'y crois, hein, c'est pas vendre du rêve que de dire qu'on peut créer une ville oasis. On a les ressources on a l'eau, on a le peu de surface qu'on a, on a la trois dimensions qui est sous-exploitée encore. Il y a des tas de choses à faire qui ne sont pas faites et tant qu'on n'aura pas essayé, on ne pourra pas dire qu'on aura tout fait. Eh bien, on va conclure sur cette note d'espoir, sur le fait que tout est possible, en tout cas avec la résilience urbaine. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Merci et à tout bientôt à tous et toutes. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée!